Bonjour, bonjour, c'est Aurélie, on se retrouve pour notre direct échange questions-réponses pendant 1 heure. Youhou, on s'installe bien. Pris un petit truc à boire pour l'heure et puis en attendant que tout le monde arrive, donc je voulais voilà, vous dire que pendant ce direct-là, je vais offrir un coaching, mon challenge grossesse, donc c'est tout récent puisque je l'ai lancé hier. Et je suis très très heureuse, très heureuse de vous en offrir un aujourd'hui. Donc mon challenge grossesse est sous format vidéo. Et une fois que vous y accédez, vous avez une vidéo toutes les semaines avec un challenge pour la semaine. C'est un outil super. Je suis très heureuse de l'avoir fait, de l'avoir créé. Et je suis persuadée que ça va aider et que voilà, dans l'épanouissement d'une grossesse et puis aussi pour prendre confiance en soi, enfin toutes les valeurs qui me semblent essentielles quand on est enceinte, de voilà, pouvoir accéder justement à quelque chose de bienveillant et qui donne confiance et puis aussi qui amène à des prises de conscience et des petites infos et des astuces. Voilà, je suis trop contente. Donc j'en offrirai un vers la fin du direct, je pense. Mais d'abord, je vais répondre à vos questions pendant 1 heure. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Ça me fait plaisir à chaque fois, c'est direct, c'est très chouette. Et voilà, j'ai aussi lancé un coaching pour mon périnée. Donc du coup, c'est pareil, il est accessible sur la web télé d'aurélie.com. J'en ai offert un déjà hier pour le lancement aussi, avant-hier, oui, pour le lancement. Et super, je suis ravie aussi de vous le proposer. C'est 5 vidéos qui durent à peu près une demi-heure chacune. Et au bout de ces 5 vidéos, voilà, tonifier, protéger votre périnée, vous saurez exactement quoi faire. Donc vraiment, je suis très contente. Voilà, je suis très heureuse de l'avoir fait. Ah, coucou Julie, bonjour, je mets ma question tout de suite car parfois ça marche pas après. T'as bien raison. Combien de temps après l'accouchement perd-on du sang? Plus de 2 semaines, c'est normal même si c'est pas beaucoup de sang. Normalement, c'est jusqu'à 1 mois après l'accouchement, 3 semaines, 1 mois, les pertes. Plus ou moins 3 semaines, on va dire. Normalement, le retour de couche, si tu n'allaites pas, ça se fait quasiment dans la foulée, 1 mois après. C'est très long en fait. Mais on appelle ça des lochis, 3 semaines après l'accouchement. Et en fait, pour être honnête, hein, les 2 premiers jours après l'accouchement, c'est assez abondant. Mais après, très vite, même un protège-slip suffit. Tellement ça devient en très petite quantité. Après, évidemment, ça dépend des femmes, etc. Hein, mais en règle générale, voilà, un protège-slip suffit. Et 1 mois après, tu as le retour de couche. Et si tu allaites, tu peux l'avoir des mois et des mois et des mois après. Voilà. euh, Bouhou, j'en ai marre. Oui, mais en même temps, ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça veut dire que ton utérus est vraiment bien en train de faire un bon cleaning, tu vois, un bon nettoyage. Et c'est important évidemment. Donc, bon, c'est une bonne chose aussi. Bon, après, ça diminue beaucoup en quantité. Par contre, ce que je te propose, c'est effectivement, pour compenser un petit peu ce nettoyage, cette perte de sang, etc., bah, évidemment, bien t'alimenter. Moi, j'aime bien conseiller de la spiruline aussi pour cette période-là, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'énergie, hein. Pas que parce qu'on a des pertes de sang, mais parce que voilà, on devient maman et que les nuits sont un peu des fois chaotiques et puis, enfin disons, différentes, hein. Et surtout, bah, on s'occupe d'un bébé, ça prend beaucoup d'énergie. Donc bien s'alimenter, bien boire, c'est important. Merci. Donc je suis pas encore sortie d'affaires, j'ai accouché il y a 2 semaines et 2 jours et je n'allaite pas. Bon, bah, il te reste encore au moins une semaine de lochi, on va dire. Ça va le faire, t'inquiète pas. Normalement, ça devrait pas être trop abondant. Alison, coucou, je suis à 37 semaines d'aménorrhée maintenant, super. Écho du premier trimestre passé. Bébé va bien, mais un peu déçu car placenta recouvrant. Ça m'a fait flipper. Alors, modération. C'est vrai que là, du coup, il faut faire attention. On va contrôler. Tu le sais, je suppose qu'on t'a déjà checké là-dessus. Mais il ne faut pas non plus trop t'inquiéter parce que tu es en début de grossesse et ça veut dire aussi que ton utérus prend du volume. Et en fait, hop, je vais poser ça. L'utérus au départ est petit,
il grandit, il grandit, il grandit. Ce qui fait que en fait ton placenta, même s'il est bas, alors recouvrant, il faut voir, parce que j'ai pas tous les détails, mais tu as des placentas qui sont complètement sur le col et là bon c'est vraiment embêtant. Mais après tu as des placentas qui sont à la limite vraiment. Et donc ils vont remonter avec l'utérus puisqu'il va prendre du volume et ça va remonter. Donc c'est à contrôler. Je sais pas exactement si c'est... au niveau de l'échographie, j'ai pas le compte rendu, mais je t'explique en tous les cas que c'est possible que ça bouge. Voilà, dans certaines situations ça bouge. Julie, merci beaucoup, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Comment vous allez? Dites-moi. Entre les mamans qui sont encore enceintes et celles qui ont accouché. Ah là là, ça prend... C'est vrai que ça prend de l'énergie tout ça. Hein. Et le show qui me dit coucou Aurélie, coucou. Je suis à 33 semaines d'aménorrhée et un RCU, donc un retard de croissance intra-utérin, a été confirmé à cause d'un cordon d'implantation marginale. On m'a conseillé du repos. Je fais aussi du quoi? Tu parles de décubitus latéral gauche. Ma puce est au 5e percentile, 18e à la T2. Attends, je vois pas, il faut que j'avance, voilà. 11e à l'intermédiaire et 5e maintenant. Qu'en penses-tu, à ton avis? Un déclenchement sera-t-il envisagé? Bisous, bisous et merci. Alors, on va regarder surtout la courbe de croissance de bébé pendant les échographies. Comment ça évolue? Est-ce que c'est harmonieux ou est-ce que c'est disharmonieux? Un bébé qui est, même s'il est entre guillemets bas dans les courbes, s'il a une bonne croissance, on va être beaucoup moins inquiet que s'il y a une cassure dans la courbe. Donc on va faire très attention justement à cette évolution-là. Après, c'est évident que là, tu es à 33 semaines. On attend de toute façon le plus possible pour que bébé sorte de l'espace de la prématurité. Et ensuite, effectivement, si la courbe est préoccupante, il est possible effectivement qu'on déclenche parce que des fois, il y a des bébés qui sont mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment à voir au fur et à mesure. Mais ne te bile pas trop, tu es bien surveillé, on fait attention aux courbes. Et si vraiment il y avait un doute, t'inquiète pas qu'ils interviennent. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alison, plus qu'à croiser les doigts, merci. Bah oui, je t'en prie, Ah, un diabète gestationnel. Attends, Anaïs, alors du coup, c'est toi qui me disais pour le DG? Parce que... hop. J'ai pas retrouvé la question. Zut, j'ai oublié. Diabète gestationnel... Ah oui, c'est ça. Je fais aussi du diabète gestationnel. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour bien oxygéner aussi bébé, comme on parlait de cordon, etc., j'ai cru que tu me parlais de décubitus latéral gauche, qui permet de ne pas comprimer la veine cave inférieure et de bien oxygéner le bébé. On recommande ça souvent, c'est pour ça que je pensais que tu parlais de ça. Si tu fais du diabète gestationnel, eh ben dis donc, diabète gestationnel. Alors, il est simplement corrigé par l'assiette alimentaire ou est-ce que tu es insulinodépendante? Tac, tac, tac. Bébé génial, je nage dans le bonheur. Oh, trop cool. C'est chouette. Oui, hello, je viens de voir et répondre à ta question. Du coup, c'est bien diabète gestationnel, effectivement. C'est une surveillance de toute façon. Insuline midi au coucher. Ah ouais, quand même, d'accord. Bon, alors c'est vrai que c'est une grossesse un petit peu particulière et qui, à mon avis, va être très surveillée. Parce que là, du coup, on sort de la physiologie. On sort du contexte physiologique. Et que de toute façon, il est très probable, effectivement, ça fait beaucoup là, c'est vrai que ça fait beaucoup pour ne pas médicaliser un accouchement. De toute façon, il y aura probablement de l'insuline aussi le jour J de l'accouchement, une surveillance aussi pour ton loulou à la naissance parce que on a peur aussi des hypoglycémies chez les bébés à la naissance, donc il y aura tout un protocole qui va se mettre en place, mais là pour le coup c'est comme pour tout, autant c'est bien d'aller vers la physiologie, etc., mais quand on sort de la physiologie, soyons logiques, les protocoles et tous les progrès médicaux qu'on a fait, tout le suivi qu'on peut faire, c'est génial, parce que ça vous assure aussi une sécurité pour vous et bébé qui est top, quoi. C'est vrai qu'on a fait des gros progrès là-dessus, donc on peut être beaucoup plus tranquille maintenant
en sachant tout ça, quoi. En sachant que c'est possible d'être bien et... Mélanie qui dit bonjour, j'ai raté le début, t'inquiète pas. De toute façon, la vidéo est disponible, je la mets sur Facebook. Bon, elle passe dans le fil de l'actualité assez rapidement sur Facebook, mais elle sera aussi sur YouTube. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu mon challenge grossesse, les mamans qui sont enceintes? J'ai hâte d'en faire gagner un tout à l'heure. Je suis contente. C'est trop cool. Hop là. J'essaie de voir si j'ai pas loupé vos questions, hein. Mais je crois pas. Hop. Oui, j'espère que vous n'avez pas trop chaud aussi. Parce que, quand même, être enceinte quand il fait très très chaud, c'est dur, hein. C'est bizarre, je vois plus vos questions défiler. J'espère que je capte bien. Faites-moi un petit signe, les mamans, pour me dire si c'est ok. Normalement, je capte bien. Normalement. J'espère. Parce que d'habitude, je vois bien vos questions défiler et là, plus du tout. Ah, faites-moi un petit signe pour me dire que c'est bon. J'espère que je capte. Ah, cool. Ah, ça y est, je vois tout arriver d'un coup. Alison, oui, challenge grossesse au top. Du coup, 37 vidéos. Si on est déjà avancé dans la grossesse, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as accès à... Ben voilà, ça défile à fond. Il y a dû avoir un petit blocage. Du coup, j'ai plein de questions. En fait, tu peux prendre le challenge grossesse à n'importe quel moment de ta grossesse, puisqu'en fait, tu as accès à toutes les vidéos. Quand tu prends le coaching, tu as toutes les vidéos. Et ensuite, moi, j'envoie des mails toutes les semaines avec ces vidéos pour motiver un petit peu, quoi. Hein, pour que ça fasse un petit peu coaching. Voilà, pour se motiver. Tu sais que tel jour, paf, t'as ta vidéo qui tombe et ton challenge qui tombe. Mais sinon, t'as tous les thèmes et tu peux regarder toutes les vidéos d'un coup si t'as envie. T'en as pour un moment, du coup, mais... Mais c'est très intéressant parce que chaque thème, en fait, t'apporte aussi des réflexions, des prises de conscience, des infos qui sont très très intéressantes, évidemment. J'ai vraiment regroupé mon expérience, mes connaissances là-dedans et franchement, c'est très riche. Mélanie qui dit, pas très chaud ici, c'est jour. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien aussi quand il fait pas trop chaud. Merci de ton avis, me dit Hello, et de tes réponses. Ça m'aide à être moins déçue quant à mon souhait d'accouchement physio qui s'éloigne de plus en plus. En attendant... Attends, j'arrive plus à lire. Et en plus, j'ai fait des hémorragies de la délivrance. Ah oui, alors, attends. Alors, l'anesthésiste m'a clairement dit que ce serait plus tranquille pour lui si j'étais sous péri. Moi, haha, adieu la physio, mais ton avis m'aide à bien le prendre. Oui. C'est important. En fait, on a un projet. C'est important d'avoir un projet initial, de se dire, ok, c'est vrai que moi, je tends à aller vers ça. Et d'ailleurs, vraiment, je t'invite à continuer à être dans cette... tiens, il y a quelqu'un qui me dit, je n'arrive pas à accéder au direct sur Messenger. C'est important, si tu veux, de garder cet esprit positif, évidemment. Mais garde aussi en tête que c'est génial aussi que tu puisses être aussi bien accompagné au niveau médical quand il y en a besoin. Ça, c'est génialissime quand même. On a beaucoup de chance. Moi, je dis que quand une grossesse est physio et que l'accouchement, a priori, va bien se dérouler, etc., médicaliser tout ça, c'est trop dommage. Mais quand il y a besoin et quand ça accompagne et quand... Ça, c'est positif, tu vois. Et c'est ça qui est génial. C'est que du coup, tu prends les choses d'une autre façon. Tu te dis, mais ok, là, je me sens en sécurité, en fait. Et ça t'empêchera pas de faire des choses qui sont super. Tu sors de la physiologie, mais ça t'empêche pas d'avoir un accouchement qui se passe bien et de le vivre intensément et fort. Et même en mettant des pratiques, des choses que tu voulais faire pour un accouchement physio, entre guillemets, et même s'il est médicalisé, comme changer de position, te mettre un peu plus accroupi, même avec une péridurale en fait, hein, sur la table, elle s'incline, tu peux te mettre dans une position plus accroupie, etc. Il y a plein de trucs à faire. Oh, j'ai tellement envie de vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Les positions avec une péri, il y a tellement de trucs à voir. J'ai hâte, j'espère que je vous le ferai. Pas trop longtemps. En fait, je rêvais de faire ça déjà cet été, mais
comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de choses parce que ces derniers temps, voilà, entre le livre qui d'ailleurs est chez l'illustratrice, donc c'est cool, le livre Accoucher sans péridurale, plus les coachings et tout, je peux vous dire que j'ai carburé. Ah oui, carrément motivant du coup. Bah oui. Mélanie, il faut que je regarde le début de la vidéo. J'ai l'impression que vous avez parlé de l'accouchement physio avec un diabète gesta. Mon cas aussi, sauf que moi, diabète gesta léger, équilibré pour le moment. Ok, bah oui, c'est pas pareil si c'est insulinodépendant ou pas. S'il est équilibré avec l'assiette alimentaire, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas un accouchement physio. Léa, coucou Aurélie, bébé a 3 semaines déjà et je t'ai suivi durant toute ma grossesse et je suis là. Merci à toi pour tes conseils, c'est trop chou, merci. Et félicitations. Et je suis encore la page, merci. Bah oui, t'as bien raison, oui, parce que je parle de la grossesse, de l'accouchement, du désir de grossesse, mais aussi de l'après. Et je suis ravie aussi de continuer à vous suivre un petit peu. Il y a une page aussi, un groupe privé qui s'appelle donc Mon Merveilleux Challenge pour toutes les mamans qui ont déjà accouché et qui échangent aussi entre elles. Donc faut pas hésiter aussi à aller sur ce groupe, c'est très sympa. Merci pour tous ces conseils qui m'ont bien aidé. Ah, c'est trop cool. Hello, yes, merci. Ouais. Tu vois, en fait, il faut changer d'angle de vision la plupart du temps. On a une perception et quelque chose qui nous renferme parfois, même quand on parle d'accouchement physio, de projet de naissance et tout, bah, des fois on peut s'enfermer dans quelque chose. Et c'est dommage parce que du coup, quand on se ferme à quelque chose, on se ferme aussi soi-même. Et donc du coup, ça nous empêche de saisir certaines opportunités parce qu'on était tellement fixés, on veut que cette porte-là s'ouvre. Mais s'il y en a 10 à côté qui sont ouvertes, on ne va pas les voir parce que c'est cette porte-là. Et donc c'est dommage parce que du coup on se bloque. Alors qu'en fait on peut vivre des choses aussi tout à fait incroyables et merveilleuses autrement. Et puis en plus vous le savez, hein, dans la vie on est des fois confronté à un changement de plan. Et puis bah, il faut s'adapter différemment, mais c'est exactement pareil aussi là pour la grossesse, l'accouchement. Simplement il ne faut pas être trop dans l'anxiété et les peurs. Il faut avoir vraiment confiance un maximum. Et puis profiter aussi de tous ces avantages qu'on a maintenant, avoir fait tous ces progrès médicaux quand même, hein. C'est énorme, hein. J'ai soif parce que moi je tchatche beaucoup, hein. J'ai vu un truc qui m'a... Ah, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Un message d'une maman qui est allée voir, donc enceinte, qui est allée voir un anesthésiste et qui lui a dit qu'elle ne voulait pas de péridurale. Je ne sais pas si certaines de vous ont vu le message ou même si la maman qui a posté cette publication est là présente en ce moment pour le direct. Mais effectivement, apparemment, l'anesthésiste lui a un peu rentré dedans en disant qu'il hallucinait qu'elle voulait pas de péridurale, que c'était n'importe quoi, qu'elle mettait en danger maman bébé. Et qu'est-ce que j'en ai marre d'entendre ce genre de discours c'est complètement erroné, c'est complètement faux, et ça me rend dingue. Alors moi, ce que je recommande, et je l'ai même écrit dans mon livre Accoucher sans péridurale, je dis quand vous allez voir l'anesthésiste, eh ben, ne lui dites pas que vous voulez pas de péri. Vous dites, je verrai, indéterminé, c'est indéterminé. Je verrai sur place, vous savez, moi, je connais pas grand chose, hein, je verrai. Parce que ça sert à rien d'avoir un discours moralisateur. Voilà, ne dites pas les mamans, ne dites pas. Mélanie, je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Que penses-tu des TV quasi systématiques pendant la grossesse? Est-il dangereux de les refuser? Je n'ai pas eu d'examen spéculum ni TV depuis le début. Tac. Depuis le début de grossesse. Eh bien, figure-toi que moi, je n'en fais quasiment aucun de toucher vaginal pour la simple et bonne raison que ça ne sert strictement à rien s'il n'y a pas de signe d'appel. Donc pendant la grossesse, normalement, zéro TV, zéro toucher, zéro. Une fois quand même, une fois en fin de grossesse, ça peut m'arriver. Et là, c'est plus pour me rassurer aussi, pour checker un peu par rapport à l'accouchement voix basse. Parce que quand on vous examine, en fait,
Effectivement, on peut voir le col, mais de toute façon, le col, c'est pas vraiment un bon indicateur parce que tant qu'il n'y a pas de contraction, le col bouge pas. Donc, qu'il soit fermé à l'instant T, ça veut pas dire que dans 2 heures, il sera toujours pareil s'il y a des contractions entre temps. Donc, c'est pas très. Voilà, c'est pas ça donne pas une bonne indication, je trouve. Enfin, c'est pas. Voilà. Mais par contre, quand on vous examine comme ça, on peut sentir un petit peu les dimensions du bassin. C'est-à-dire qu'on a des repères, nous, quand on vous examine, pour sentir un petit peu, est-ce que le bassin est large, est-ce que le bébé appuie un petit peu, est-ce que... voilà, on a quand même certaines indications qui nous font dire que c'est plutôt pas mal. On peut voir le bassin à l'extérieur, il y a des repères pour voir si il est ok, et quand on fait le toucher vaginal. Voilà, moi c'est vrai que du coup j'en fais qu'un pendant la grossesse et c'est suffisant, il me semble vraiment suffisant. La plupart du temps c'est même les mamans qui réclament parce qu'elles veulent savoir et elles veulent être rassurées. Mais voilà, j'en fais qu'un, Et tu peux refuser donc, sauf si signe d'appel, c'est-à-dire que effectivement peut-être des saignements, des contractions intempestives qui sont pas là au bon moment, c'est-à-dire en dessous de 37 semaines d'aménorrhée. Voilà, des signes d'appel. Sinon, non, c'est absolument pas nécessaire et tu peux complètement les refuser tout à fait. Suzy, hello, 35 semaines d'aménorrhée aujourd'hui, tête fixée dans le bassin, col court, ouvert à 1 depuis 33 semaines. L'accouchement risque-t-il d'être plus rapide pour bébé 1 en 3h45 ? Alors juste le fait de savoir que bébé 1 c'était en 3h45, dis-toi que bébé 2 ce sera certainement aussi assez rapide. Par contre, ça n'a rien à voir entre guillemets avec des cols ouverts. Parce qu'effectivement, on peut avoir un col qui a bougé et qui s'est ouvert, etc. Pendant la grossesse ou même le dernier mois de grossesse, hein, des fois il a vraiment bougé. Et pour autant, ça va quand même durer des heures et des heures. Parce qu'en fait, l'accouchement, c'est pas uniquement une histoire de dilatation de col, c'est multifactoriel. C'est dans ta tête, comment tu te sens à ce moment-là, le jour J, comment tu te sens dans le lieu où tu accouches. Si tu es hyper stressé, que tu es angoissé, si la personne qui te suit, la sage-femme qui est avec toi, ça passe pas du tout et qu'elle te convient pas du tout et que tu te sens toute crispée, bah, ça va bloquer aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont faire que effectivement, ça va aller vite ou pas. Donc non, ça veut pas trop dire. Ça veut pas trop dire. Et en plus, c'est assez marrant entre guillemets. Mais la plupart des femmes qui sont en menace d'accouchement prématuré avec un col qui a bougé, etc. La plupart du temps, c'est ça qui est dingue en plus, c'est que ces femmes-là sont souvent déclenchées. Déclenchées. C'est dingue. Hein. Comme quoi, vraiment. Mélanie, je précise que je les ai refusés plusieurs fois. Tu as bien raison, Mélanie, pour les toucher, donc le toucher vaginal. S'il n'y a pas d'indication, pas besoin de toute la grossesse, sauf peut-être une fois. Voilà, une fois. Pour rassurer la sage-femme ou peut-être la maman. Moi, je sais que j'aimais bien quand même une fois. Ça me permettait de checker un peu, d'être sûre de... Peut-être que ça peut être un sujet à débat, un touché, mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une petite idée quand même. J'étais bien de le faire en tous les cas. Et pour l'accouchement, c'est pareil, un toucher toutes les heures, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine. C'est suivant la situation, comment ça évolue, et sincèrement, ça fait beaucoup un toucher tous les femmes qui sont accompagnées de toute façon à la maison ou en maison de naissance, en général, elles n'ont pas un toucher toutes les heures. C'est parce que en structure hospitalière, c'est plus de l'ordre du protocole. On examine toutes les heures pour avoir un joli partogramme avec une belle courbe, pour dire qu'on a bien examiné toutes les heures, quoi. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'examiner autant. Et donc, je reviens juste par rapport à l'anesthésiste, ouais, où ça m'a un petit peu agacé, ces discours moralisateurs. Mais madame, enfin, vous ne voulez pas prendre la péri? Mais en même temps, après, je me suis dit, mais logique, alors, vous allez me dire, Aurélie, c'est quoi cet exemple de fou que tu nous fais? C'est le parallèle, mais... Parce qu'en fait, moi, je suis végétarienne, et je me dis, si jamais j'étais obligée d'aller voir un boucher, par exemple, de rentrer dans une boucherie,
et que je lui disais mais monsieur moi je suis végétarienne, il va me dire bah écoutez madame n'importe quoi. Et oui parce que lui c'est son job, c'est sa passion peut-être certainement et il aime la viande etc. Donc forcément il va me dire mais enfin végétarienne mais n'importe quoi où va le monde. Et ben un anesthésiste si vous allez vers lui et que vous lui dites bah je veux pas de péri il va dire mais enfin n'importe quoi. C'est la même chose pour moi. C'est pareil. Florence, bonjour, coucou. Donc voilà, c'est assez rigolo parce que bah, forcément, quand on va voir des spécialistes qui sont dans un certain domaine et que vous leur dites bah non, en fait, j'ai pas envie de vous et j'ai pas besoin de vous et ça me sert à rien et n'importe quoi, bah c'est logique qu'ils fassent un discours un peu comme ça. Mais c'est pour ça que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de leur dire. Voilà, moi si je rentre dans une boucherie, bah, je vais pas dire au mec, je suis végétarienne. Je lui dis rien du tout, je lui fais un sourire et je suis contente qu'il s'écrète dans son job et chacun ses opinions. Mélanie, on verra en fin de grossesse, j'avoue détester les protocoles auxquels on n'apporte pas d'adaptation. Infirmière de profession, pardon. Trop médicalisée au premier accouchement, un IMG très mal vécu et malgré une sage-femme super sympa, plus on me fout la paix, mieux je me porte. Oui. Le secret là-dedans aussi, entre guillemets, quand c'est possible, c'est de rester le plus longtemps possible à la maison. Et je sais, je sais parce que j'ai souvent les mêmes retours des parents qui, quand je leur dis ça, oui, rester à la maison c'est bien beau, mais on ne sait pas quand partir, et si jamais on ne part pas suffisamment tôt, et on ne veut pas que ça se passe dans la voiture ou sur le parking, etc. Et donc là, du coup, clairement, je leur dis, mais il est tout à fait possible d'avoir une sage-femme libérale qui vienne à la maison et qui vous suive pendant les quelques heures du début de travail. C'est dans les codes de la CPAM, on a le droit, hein, c'est remboursé par la Sécu donc, on a le droit, c'est une cotation sage-femme, d'avoir une sage-femme à libéral en début de travail. Et donc du coup, vous pouvez solliciter une sage-femme si par exemple vous êtes resté peut-être déjà 3-4 heures chez vous et que vous vous dites ok là j'ai besoin de checker parce que je sais pas s'il faut que je parte ou pas. Appelez votre sage-femme libérale pour qu'elle vienne à domicile si c'est possible. Et c'est vrai que les protocoles sont pas adaptés à la situation, ça c'est clair. Ça c'est vraiment quelque chose qui me... Mais en fait le problème c'est toujours pareil, c'est l'institution hospitalière est trop lourde et même pour les soignants. Je veux dire... Comment c'est possible de gérer... Imaginez une structure où il y a 4500 accouchements par an. 4500. Enfin, avec 2-3 sages-femmes qui sont là, qui font... Et elles touchent papier à terre. Et ben là, effectivement, comment faire on est obligé de faire un peu pour tout le monde pareil. Parce que normalement, il devrait y avoir une sage-femme pour une maman. Et là, c'est pas possible. Donc du coup, effectivement, quand trop peu de soignants par rapport aux patientes ou là aux mamans dans le cas des salles d'accouchement, forcément le problème c'est qu'on a du mal à s'adapter. Il faut savoir aussi qu'il y a des sages-femmes qui ont des contrats avec les maternités et qui peuvent venir avec vous en salle d'accouchement, ce qui veut dire qu'elle va adapter tout l'accouchement, la naissance, etc. par rapport à vos envies, vos besoins et les besoins aussi de la naissance, hein, parce que des fois il y a des choses qu'on doit agir pour que tout se passe bien. Et il y a aussi des doulas qui viennent, hein, si vous voulez être accompagné aussi par une doula. Coucou Aurélie, coucou, il y a Marion aussi. Bonjour, je suis à 39 semaines d'aménorrhée bébé 1 et j'ai peur de ne pas reconnaître les contractions. Oh, ne t'inquiète pas. Oui, je sais que c'est pas évident parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça va être une contraction, etc. Mais en fait, on ne loupe pas trop les contractions parce qu'elles sont bien intenses, elles durent 1 minute. Une contraction efficace en général dure 1 minute, une bonne minute. Et tu peux pas parler comme là, je suis en train de parler par exemple. Si j'avais une contraction efficace, je serais plutôt en train de faire... Voilà, tu vois, concentré un peu, hein. Concentré sur la contraction. Donc, c'est pas courant de louper ces contractions. C'est déjà arrivé, mais c'est quand même plus rare. C'est déjà arrivé à certaines femmes de ne pas ressentir trop de douleur de contraction, d'être tout à fait... de vivre ces contractions tout à fait, voilà, relativement paisiblement.
Mais quand même, tu sens que ça travaille, tu sens qu'il y a quelque chose. Et en cas de doute, bah, simplement, tu fais un petit check-up. Les sages-femmes libérales, c'est top parce que vous pouvez aller vite fait voir une sage-femme et dire ok, je pense qu'il y a peut-être des contractions. Tu peux regarder, est-ce que j'ai des contractions, est-ce que c'est le col, et retourner à la maison plutôt que d'aller à l'hôpital, etc. Ou de demander à une sage-femme de venir à la maison aussi. Donc t'inquiète pas Marion, tu vas sentir la différence entre les contractions de fin de grossesse qui sont en général courtes et d'une intensité tout à fait gérable, et des contractions de travail où là tu dois te concentrer un tout petit peu, tu peux plus trop parler pendant. Moi quand j'ai des coups de téléphone, quand j'avais des coups de téléphone, que j'étais en garde en maternité et que j'avais la maman au téléphone qui me dit ah bah là j'ai une contraction, je dis ok, je pense que vous avez encore un peu le temps. Si vous pouvez me parler aussi audiblement et que ce soit aussi audible, c'est que tout va bien. Alors, j'ai peut-être loupé des petites contractions. Des petites questions. Je suis à fond dans les contractions là. Alison, moi j'ai peur car une seule sage-femme dans les 20 km. Car plus de maternité. Faut espérer qu'elle soit dispo. Yes. J'ai envie de vous dire quelque chose aussi par rapport à ces accouchements rapides. Parce que c'est assez rigolo, mais un premier, c'est souvent pour les premiers qu'on a peur comme ça. D'accoucher trop vite et de ne pas avoir le temps. Alors que pourtant les premiers c'est souvent les accouchements les plus longs, font côté 10 heures en moyenne quand même. Et c'est assez rigolo parce que du coup c'est aussi en général les mamans qui attendent leur premier qui viennent toujours trop tôt pour l'accouchement à l'hôpital. Et souvent quand c'est un deuxième, un troisième, elles arrivent, elles sont déjà bien avancées. On est plus détendu je pense. Et en fait, les accouchements rapides, j'ai envie de vous dire, si ça va vite, c'est que ça se passe bien. Voilà, c'est que bébé descend bien dans votre bassin et que tout se passe bien. Et si ça va vite et que bébé arrive, eh ben, vous appelez SAMU, les pompiers, comme ça il y en a toujours au moins un qui arrive en premier, et vous les attendez tranquillement. Si ça se passe vite, c'est que ça se passe bien. Donc pas de panique, bébé arrive, ok? Bébé arrive. Il va sortir, il n'y a pas besoin de faire de manip, il va sortir. Bien sûr, c'est important d'avoir quelques petites notions, notamment pour le cordon, pour le liquide amniotique, vérifier qu'il y a des choses effectivement qu'il faut checker un petit peu pour s'assurer que tout est ok. Mais si ça se passe vite, c'est que ça se passe bien. Vous gardez bébé en peau à peau contre vous, bien au chaud. Et après, le SAMU, les pompiers, ils arrivent relativement vite après. Et puis voilà. En fait, tranquille. Florence. Et dans les maisons de naissance, la sage-femme reste-t-elle à côté de toi tout le temps? Yes. En fait, elle reste si tu en ressens le besoin aussi, mais tu as une sage-femme pour toi, même des fois deux sages-femmes pour toi. Dans les maisons de naissance, elles marchent souvent en duo. Donc tu peux, si tu as besoin et que tu ressens le besoin d'avoir ta sage-femme tout le temps, bien sûr, elle est là pour toi tout le temps. Et par contre, il y a certaines femmes qui ont envie de s'isoler un petit peu, tu sais, un petit peu comme... il y a cet instinct animal quand même des fois qui fait qu'on a envie de s'isoler un petit peu et de mettre au monde son bébé un petit peu dans l'intimité. Mais sinon, oui, ta sage-femme, elle peut rester avec toi, bien sûr, tout le temps. C'est quand même un gros plus comparé aux structures hospitalières, on est d'accord, hein. Et les sages-femmes qui bossent à l'hôpital, en général, sont très frustrées aussi de devoir courir partout. Elles sentent aussi que les parents, les mamans sont souvent désemparés parce qu'ils se retrouvent souvent seuls. De venir les voir une fois dans l'heure pendant 5-10 minutes, la sage-femme elle en souffre aussi parce que je pense pas que ce soit son rêve d'accompagner des mamans comme ça. Donc voilà. On en entend tellement, je demanderai à ma sage-femme merci. Suzy. Oh oui, tu les reconnaîtras surtout si elles sont dans les reins. Oui, pour les contractions. Oui, parfois c'est un petit peu costaud en bas du dos. Florence, oui, 10 heures, première contraction, 6 heures du matin et poussée à 16 heures. Mélanie, merci beaucoup, tu es adorable. Je confirme que le manque de personnel est un vrai souci. Merci. Les restrictions de budget à l'hôpital public. Ouais, 45 minutes de trajet pour aller à la mater, mais je pense que l'on fera traîner un max au départ. Ouais, c'est clair. Tu parles de l'hôpital public, mais tu sais, dans les cliniques, moi j'ai bossé quasiment que dans des cliniques privées après. Hein. Et c'est la même chose. Hein. C'est la même chose.
Il n'y a pas plus de sage-femme. Normalement, c'est une sage-femme par femme. Allez, objectivement. C'est pour ça que les maisons de naissance et l'accouchement à domicile, c'est du luxe, en fait. Mais vraiment, quand on me dit mais l'accouchement à domicile, non mais n'importe quoi, c'était à l'époque des dinosaures. Bah non, en fait, c'est un luxe, mais grave. Une sage-femme disponible 24/24, 7 jours sur 7. Imaginez le truc de fou. C'est carrément du luxe. Et c'est dingue qu'on puisse... Enfin bref, moi je trouve que c'est luxueux, c'est la classe quoi. Une sage-femme tout le temps avec vous. Incroyable, hein. Moi j'ai passé des heures et des heures et des heures chez les couples. Des fois je dormais là-bas même, hein. Début de travail, fin d'après-midi, soirée, et puis ça se calme, ben... Allez, je dormais chez eux, et puis ça repartait un peu dans la nuit, puis le lendemain, il y avait la naissance. Mais imaginez, c'est la chance, quoi, d'avoir une sage-femme. Moi, je trouve que c'est top. Émilie, que penses-tu d'un AVAC? Donc, c'est un accouchement voix basse après césarienne. Mon gynéco m'a dit qu'il avait une chance sur 2 que cela se termine en césar. Oh, il est sympa, lui. Oui, alors, madame, vous avez déjà eu une césarienne? Eh bien c'est quasiment foutu pour vous, hein. Ah là 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 là. Bon, alors, un gynécologue, pour rappel, il est formé pour la pathologie. Pathologie, quand ça se passe mal, quand ça se passe mal, quand ça se passe mal. En gros, lui, il n'a pas eu la formation d'une sage-femme qui est gardienne de l'autopsie, c'est-à-dire qui est spécialiste de la physiologie, du ça se passe bien, et qui fait en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est comme l'anesthésiste qui dit c'est bien ma péri, le gynéco va dire c'est bien ma césarienne. Bon, je fais une généralité, c'est peut-être pas la phrase que j'aurais dû dire. Certes, je retire. Tous les gynécos ne sont pas comme ça, on est d'accord. Il y en a des super, moi j'adore, et qui sont très physiologiques. D'ailleurs, ils ont peut-être dû être sage-femme. Mais bref, un accouchement, une naissance par césarienne, et ensuite un deuxième accouchement peut très bien se faire voix basse, sans souci. Pour autant, il ne faut pas que ça soit trop laborieux dans le temps. Si ça dure trop, si ça stagne, etc., ça va tiquer un petit peu plus vers la césarienne parce qu'on a peur un petit peu de la fragilité de l'utérus. C'est ça le truc, hein, pour la césarienne, hein. Ceci dit, un accouchement par voix basse après une césarienne, vous n'avez aussi, entre guillemets, jamais accouché voix basse. Donc c'est un peu comme un premier. Donc il faut s'attendre quand même à 10 heures de contraction, une dizaine d'heures. Voilà. Mais moi, j'ai accompagné des accouchements après césarienne magnifiques et dans l'eau, sans péridurale. Trop cool, hein. Donc, moi, j'ai pas peur d'un accouchement. Alors, j'ai beaucoup plus d'appréhension si c'est un utérus bicicatriciel. De césarienne, là, ça commence à... Pour le troisième, ça commence à être très compliqué, hein. Mais voilà, un utérus dit cicatriciel après un accouchement voix basse, pour moi, c'est vraiment pas de souci. Je pense qu'il faut bien travailler en amont pendant la grossesse pour essayer de cicatriser, penser un petit peu peut-être cette blessure psychologique, pas entre guillemets d'ailleurs, hein, ça peut être c'est réellement souvent une blessure psychologique aussi, puis du corps. Ça peut être très mal vécu, donc c'est bien de travailler un petit peu là-dessus avant pour enlever quelques appréhensions, parce que si t'arrives, tu franchis les portes et t'as qu'une peur et tu serres les fesses parce que t'as peur d'une césarienne, tu risques de te bloquer vraiment. Donc il y a un petit travail à faire en amont, je pense, moi, je pense que ça aide. Florence, merci. Oui, la deuxième vision, c'est horrible de devoir travailler à la chaîne. Eh oui, ouais, c'est clair. Moi j'ai beaucoup souffert, hein, de travailler en structure. Qu'est-ce que j'ai souffert de ça. Florence, oui, c'est du super luxe. Tu m'étonnes, mais vraiment du luxe. On devrait en avoir partout. Oui, et dans les hôpitaux, complètement, je suis complètement d'accord. Les femmes devraient avoir le choix d'accoucher où elles veulent, mais avec un accompagnement qui soit correct. Nom de Zeus. Une femme, une sage-femme. Youhou. Allez, on descend dans la rue, militantisme à fond. Non, mais je déconne là, je suis de bonne humeur, vous l'aurez remarqué. Mais effectivement, ça paraît tellement logique. Voilà, une femme qui se retrouve toute seule entre quatre murs, avec son compagnon, dans un hôpital, avec... et franchement, les salles d'accouchement, en général, elles sont quand même pas... C'est
C'est un peu stressant quand même. On se croirait déjà dans un bloc opératoire pour faire naître notre petit bébé. Alors bon, c'est un peu stressant, je trouve quand même. Pas cool. Ça veut dire quoi laborieux dans le temps? Ça veut dire qu'en fait, pour celles qui viennent d'arriver, les mamans qui viennent d'arriver, je réexplique. Quand on a eu une césarienne, pour un deuxième accouchement, quand on veut évidemment le tenter voix basse, ce qui est tout à fait logique, sauf si c'était une césarienne pour cause de bassin étroit, etc. Une césarienne itérative, évidemment, on en a une deuxième césarienne itérative pour le deuxième accouchement. Bref. Laborieux, ça veut dire que, par exemple, ton col ne va pas dilater correctement dans le temps, que ça va traîner, que la dynamique de l'utérus n'est pas suffisante. Tu sais, on sent que ça rame. C'est comme les moteurs de voiture, là. Quand c'est encore froid, tu sens que ça veut pas venir, ça se lance pas. Voilà, ça c'est laborieux. Normalement, une dynamique utérine correcte, efficace, avec des contractions efficaces qui font que ça avance. Même si c'est long, que ça avance, qui est, tu vois, une bonne... Voilà, pour moi, laborieux, c'est ça, quand ça commence à être compliqué dans ce sens. 10 heures, est-ce long? Non, 10 heures, c'est normal, surtout pour un premier bébé, c'est la moyenne. 10 heures, c'est une moyenne, donc tu peux accoucher plus vite ou mettre un peu plus de temps que 10 heures. Émilie, j'ai déjà accouché par voie basse pour ma première. D'accord, super. Bon bah, super. Donc c'est un deuxième voie basse. Impeccable. T'as encore plus de chances du coup que ça se passe plus rapidement et qu'on t'embête moins en te disant attention, ma césarienne. Cécile, et bonjour à toutes. Coucou Cécile. Coucou pour les mamans qui nous rejoignent. Mélanie, vive les sages-femmes. Normal que chaque type de soignant prêche pour sa paroisse. Vilain anesthésiste. Mais oui, c'est logique. C'est logique, c'est pour ça que... Voilà, un gynéco, il est formé pour la patho, donc il va voir ce qui... Voilà, si vous allez voir un cardio, il va vous ausculter le cœur. Si vous allez voir un pneumo, les poumons. Un endocrino, bah, il va vous faire des petites prises de sang pour voir si ça va bien. On est tous dans notre domaine, donc c'est logique qu'on a tendance à regarder ce qui nous paraît... c'est dans nos champs de compétences, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi prendre bien sa place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'anesthésiste, si vous faites le choix de ne pas prendre de péridurale, il devrait aussi dire, ok, chacun a le droit de faire ses choix, quoi. C'est la décision de la personne, je la respecte, point barre. Le but, c'est, en fait, la consultation anesthésiste, le seul but de cette consultation, c'est de s'assurer qu'il est possible de faire une anesthésie s'il y a une urgence et s'il y a besoin, puisque la péridurale est considérée comme un geste médical de confort. Mais la consultation anesthésique, c'est pas pour le confort et c'est pas pour la péridurale à proprement parler, c'est au cas s'il y a une urgence, de vérifier qu'il n'y ait pas de souci pour le point de ponction pour la péridurale ou pour faire une anesthésie générale, donc de vérifier effectivement au niveau de la bouche, est-ce qu'on peut intuber, etc. Et en fait, c'est juste ça, cette consultation anesthésiste, vérifier que c'est possible de faire une anesthésie. Donc voilà, mais oui, moi évidemment que je mets en avant aussi la profession de sage-femme, mais je mets en avant toutes les professions parce que chacun dans leur domaine, ils sont compétents et ils peuvent nous apporter des choses. Mais il faut simplement être judicieux. Si tu n'as pas de problème cardiaque, il ne faut pas voir un cardiologue. Si tout va bien, tu n'as pas besoin d'aller voir un spécialiste de la pathologie. Bon, c'est peut-être mon opinion, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Alison, est-ce que mon utérus est cicatriciel? J'ai fait une grossesse extra-utérine avec célio et ablation de trompe 2 mois avant cette nouvelle grossesse. Les points de célio, ça fragilise mon utérus. Pas du tout. Du tout. Est-ce que mon utérus est cicatriciel? Non, mais non, il n'est pas cicatriciel ton utérus. Don't worry. Je suis désolée pour ta grossesse extra-utérine. Je sais que c'est pas évident à vivre. Mais non, pas de souci pour ton utérus, t'inquiète pas. Le fameux 1 cm par heure, me dit Florence, donc pour la dilatation du col. Oui. Ça, c'est le truc classique dans les dossiers. Hein, vous savez, les dossiers de grossesse qu'on a à l'hôpital. Un joli partogramme avec des cases toutes les heures, avec la dilatation. Donc,
1 cm, 210 cm, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et normalement, ça va faire une jolie courbe. 1 cm par heure. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc voilà, il faut pas se fier au... J'ai fait une vidéo là-dessus sur la dilatation du col. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube Aurélie Surbeli et à vous abonner. Vous allez voir, il y a une vidéo sur la dilatation du col et j'explique tout, mais c'est erroné et c'est pas comme ça, c'est pas linéaire, imaginez. No, no, no. Je suis entièrement d'accord avec toi, chacun sa compétence et c'est sûr qu'en urgence, on est bien content de les trouver complètement et tout à fait. Et oui, et on est bien content de pouvoir effectivement avoir tout cet accueil et tous ces professionnels voilà, qui peuvent nous... Moi, c'est vrai que voilà, quand il y a des soucis et qu'on n'est pas dans un pays ou dans un endroit où c'est facile d'accès, où les soins sont remboursés, pris en charge, vous imaginez quand même ça. Ben, voilà, la chance que l'on a. Pour autant. Restons dans la physiologie le plus possible, tant que c'est possible. Florence, c'est toujours pour mieux comprendre le long du accouchement par voie basse lors d'utérus cicatriciel. Tu me reposes la question pour savoir ce que ça veut dire qu'un accouchement long. Là, en fait, si tu veux, quand il y a un utérus cicatriciel et qu'on veut accoucher par voie basse par la suite, le risque majeur de l'utérus cicatriciel, c'est la rupture utérine. Alors ça va faire un petit peu peur ce que je dis, mais soyons clairs, soyons précis. L'utérus a été fragilisé, il a une cicatrice du fait de la première césarienne. Donc il y a une cicatrice. Les tissus sont plus fragiles à cause de la cicatrice. Si pour ton deuxième accouchement, tu as des contractions pendant très 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 longtemps, ton utérus peut supporter ou peut avoir des difficultés à supporter que ça soit trop long. Donc il faut faire attention, clairement. Il faut faire attention. En plus, je pense que, mon avis, on n'est pas toutes pareilles aussi face à ça. Parce qu'il y en a qui vont cicatriser beaucoup mieux et d'autres moins bien. Donc, il y a vraiment des petits signaux qui vont nous faire dire, ok, attention. Voilà, un accouchement vraiment long. Long dans le sens où on se dit que ça avance pas très bien, le fameux accouchement laborieux, tu vois. Donc, si on sent que ça a du mal, que ça traîne en longueur, que l'utérus il a des contractions quand même fortes mais pas assez longues pour que ça puisse être efficace, etc. Ça c'est laborieux et ça peut nous tiquer un petit peu pour nous dire ok, est-ce que l'utérus va apprécier que ça dure encore des heures comme ça, tu vois. C'est ça le truc. Quels sont les signes que l'accouchement par voie basse n'aura pas lieu? Quels sont les signes? Tu veux dire pendant le travail? Alors, je suppose que c'est ça. Pendant l'accouchement, comme je disais, tout simplement, des contractions qui ne sont pas suffisamment efficaces, qui sont nombreuses, qui sont douloureuses, mais qui ne sont pas assez efficaces parce qu'elles ne durent pas assez longtemps, parce que c'est trop long et ça n'agit pas assez bien sur le col. Un utérus qui a du mal, quoi. On sent que la dynamique est difficile. C'est surtout ça, en fait. Hein. Il y a des fois aussi, comment vous dire, intuitivement, on sent que ça bloque. Et pas que physiquement, mais aussi sur d'autres sphères, énergétiquement, psychologiquement. En tant que sage-femme, moi, ça m'est déjà arrivé de voir que sur papier, ça roule. Mais de sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de bloqué quelque part, sur un autre plan que corporel. Il y a quelque chose qui... ça passe pas. Et des fois, ça s'explique pas forcément sur le moment, mais ça s'explique après, parce qu'on va découvrir que... je prends l'exemple, par exemple, d'une maman qui a eu une césarienne. Tout sur le papier était correct, et elle a quand même eu une césarienne, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de la hanche du bébé. Alors,
pourquoi est-ce qu'il y a eu une césarienne alors qu'il y a eu un souci au niveau de la hanche du bébé? Bah, peut-être que intrinsèquement il y avait des choses, il y avait le bébé n'a pas voulu s'engager parce qu'il sentait que c'était pas bon pour lui. Vous savez, les bébés décident aussi un peu de leur naissance. C'est pas, il n'y a pas que nous qui avons un projet. Le bébé en a un aussi. Il y a tellement de choses qui viennent et qui, c'est vraiment large. C'est pour ça que c'est difficile de répondre. Il y a pas une réponse, il y en a 1 milliard en réalité. Quelle heure est-il, les mamans? Dites-moi, je ne sais pas quelle heure il est. Alison, et de retomber enceinte au retour de couche, l'utérus a à peine le temps de s'en remettre, car je me dis qu'à ce moment, on est plus fertile. Il y a beaucoup de femmes qui, effectivement, peuvent effectivement tomber enceinte. Tomber enceinte, ça fait toujours bizarre cette expression pendant le retour de couche, entre guillemets. Est-ce que l'utérus, c'est pas l'utérus qui va être le plus embêté? C'est surtout votre énergie à vous. Alors, c'est vrai que quand on est plus jeune, on récupère certainement mieux. Et que plus on avance dans l'âge, et plus c'est compliqué. Des grossesses rapprochées, on sent que ça tiraille un petit peu plus, que c'est plus difficile au niveau énergétique. On sent que voilà, ça demande tellement d'énergie une grossesse que il faudrait normalement avoir le temps de refaire le plein. Que l'utérus ait le temps de bien revenir à sa place, c'est sûr, mais aussi de refaire le plein d'énergie, de minéraux au niveau de son alimentation, mais au niveau sur plein de plans. Donc c'est vrai que c'est bien de se passer un petit peu, voilà, c'est mon avis en tous les cas, pour avoir de l'énergie. Florence, toujours par rapport à la cicatrice. Il est 11h21. Déjà 11h21. Bon, alors du coup, je finis les questions. Florence, toujours par rapport à la cicatrice. Si jamais il y a une rupture utérine, parce qu'en fait, on ne le sait qu'à ce moment-là, au moment de la rupture ou de la pré-rupture. En fait, l'utérus, le ventre, se met en forme de sablier. Mais c'est pas intéressant, enfin, c'est bien de le savoir, mais vous, il ne faut pas que vous vous focalisiez là-dessus parce que c'est pas à vous de... c'est la sage-femme qui va être attentive à ça, mais ça fait un peu sablier, c'est-à-dire que, hop, votre utérus, votre ventre, on va voir en fait, imaginez que je suis de profil, on va voir quelque chose comme ça. Tac. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Ça fait un peu sablier. Hop, hop. Et donc ça signifie qu'effectivement, il y a certainement un problème au niveau de la cicatrice de l'utérus. Mais ne vous stressez pas par rapport à ça. C'est quand même rare, les problèmes au niveau de... En général, on n'attend pas qu'il y ait ce problème-là. On fait en sorte avant d'être prudente et de se dire, ok, là, ça commence à être compliqué et on fait ça avant qu'il y ait des signes de rupture utérine. Ok. Florence, ton livre, quand, comment, combien, où l'acheter? Le livre est pour le moment dans les mains d'une illustratrice et c'est très long. Ah, moi aussi j'ai trop hâte, mais en fait il ne sera dans les rayons qu'au mois de janvier. Mais j'ai super hâte. Moi je pense que je vais recevoir des exemplaires avant, évidemment. En fait, c'est un choix de ma maison d'édition, les éditions Larousse. En fait, ils publient les livres sur la maternité qu'au mois de janvier. C'est une sorte de planning qu'ils font, puisqu'en fait, ils ont plusieurs registres de livres. Et ceux qui sont sur la maternité, c'est au mois de janvier. Donc, il est déjà prêt, il est fini. Enfin, il a encore les dessins de l'illustratrice. Mais il sera prêt, il sera dans les rayons qu'au mois de janvier. Mais j'ai hâte aussi. Donc, c'est les éditions Larousse. Et vous pourrez l'acheter, il sera dans les supermarchés. Les éditions Larousse, c'est une grosse maison d'édition. Oups là, un truc qui tombe. Les éditions Larousse, c'est une grosse maison d'édition, donc vous allez le trouver un peu partout. Tac, tac, tac. Tu voulais parler de ton coaching grossesse? Oui, je vais en offrir un. Sarah qui dit oui, ton livre, c'est bon de te voir et de t'entendre, cool, gros bisous les filles. Alors, qui veut ce coaching grossesse? Dites-moi pour les mamans qui sont enceintes. Eh bien, dites-moi, qui a envie d'un coaching grossesse? Mon challenge grossesse. Une vidéo, un challenge toutes les semaines. Il y a 37 vidéos. Là, vous allez me voir toutes les semaines.
Je vais vous accompagner, vous allez voir, c'est génial. Qui veut, dites-moi si les mamans qui souhaitent le coaching, mon challenge grossesse que j'offre. Oh non, trop long pour ton livre, mais parfait, ça tombe pour mon accouchement, alors début janvier. Hein. Bah oui, c'est cool. Dernier mois de grossesse, tu pourras le lire. Faudra le lire vite par contre, je pense. Hein. J'ai bien peur que même en serrant fort les cuisses, je ne puisse pas attendre ton bouquin. Oui, bah oui, je sais. Mais voilà, ça sera pour un prochain bébé. En attendant, je vous souhaite des belles naissances. Hein. Vous allez réussir à accoucher sans mon livre aussi. Alison, mets-moi un coaching. Ok. Pas enceinte, Florence. Patricia, est-ce que ça marche aussi si les bébés en cours? Oui, ça marche aussi pour les bébés en cours puisque les vidéos sont disponibles, sont illimitées. Ça veut dire qu'une fois que vous avez le coaching Mon Challenge Grossesse, donc il y a des vidéos en fait qui vont se libérer. Vous avez accès à toutes les vidéos, aux 37 vidéos, mais à partir du moment où vous avez cet accès, c'est illimité. Donc vous pouvez voir ça, voilà, pour bébé 1, bébé 2, bébé 3, bébé 4. Vous pouvez refaire 1 milliard de fois le coaching, le challenge et profiter des vidéos quand vous le voulez. Ça démarre quand vous voulez. Émilie, j'aimerais bien ce coaching. Florence, ah, que j'aimerais bien aussi. Emma, je serais ravie de découvrir le coaching. Je veux alors. Ok. Allez, je vais tirer au sort là. Je vais faire défiler le. Parce que je vais pas réussir à choisir. Va falloir en offrir 10. Bah... Non, j'en offre un pour le lancement parce que je suis très contente de vous l'offrir. Vous allez voir, c'est vraiment un beau cadeau. Je suis ravie de cet outil, c'est trop génial quoi. Allez, tac, je fais un petit tirage au sort, je ferme les yeux. Tac. Et ça sera Florence. Voilà. Tic. T'as combien de semaines toi, Florence? Florence Miss X qui gagne le coaching. Bravo à Florence. Alors Florence, ouais. Oui, tu verras, tu vas te régaler. Tu m'envoies en message privé ton adresse mail. Ah oui, en essai, bah génial. Tu vas profiter dès le début de la grossesse pendant 37 semaines. Tu verras, ça va être cool. J'essaie depuis 3 mois. Bah c'est cool, oh là là, c'est génial. Début de grossesse, tu verras. Là c'est bien, tu vas bien profiter. Toutes les semaines, tu vas recevoir ton petit mail pour avec la vidéo et le thème, le challenge. Ça va être top. Voilà, je suis contente de l'avoir offert. N'oublie pas de m'envoyer en message privé ton mail pour que je puisse t'inscrire et te l'offrir. Je file, bisous à toutes et gros bisous et merci encore Aurélie. Bon week-end à toutes et moi je fais de même, je vous embrasse très fort. Profitez bien de votre week-end et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain direct et sur la page Facebook, sur YouTube. Voilà, on est tout le temps ensemble en fait. Hein. Bisous, à très vite.